bienvenue dans cette nouvelle exploration. Alors imaginez un instant, on veut qu'une lampe s'allume toute seule quand la nuit tombe. Mais attention, pas d'application, pas de code, rien de tout ça. Juste une poignée de composants. Juste de l'électronique pure. Exactement. Eh bien la réponse, elle est juste là, sous nos yeux. C'est la source unique du jour, l'eau. Une seule image, le schéma d'un circuit qui fait précisément ça. Et ce qui est fascinant avec ce genre de schéma, c'est que c'est un peu comme l'ADN de la technologie moderne. On va y trouver une logique toute simple, en 3 temps. Laquelle ? Sentir, décider et agir. Notre mission, c'est de trouver ces 3 étapes qui sont cachées dans ces quelques symboles. J'aime bien le programme. Sentir, décider, agir. Alors allons-y. On commence où ? Le schéma est clairement coupé en deux. D'un côté, un circuit avec une petite alim, de l'autre, une bien plus grosse. On va commencer par le cerveau, je pense. Le circuit de gauche. Bonne idée. On y voit une source V1 de 9 volts. Ça, c'est familier. C'est une pile carrée, non ? Oui, tout à fait. On est dans le monde de la basse tension. C'est là que la décision va se prendre, donc il faut un peu d'énergie pour ça. Et autour, on a plusieurs résistances. R1, R2, R4. Mais il y a ce composant, T1, qui m'intrigue un peu. Ah oui ? Il a le symbole d'une résistance, mais avec un cercle et surtout 2 flèches qui pointent vers lui. C'est pas une LED, ça, où les flèches sortiraient. Bien vu. Là, c'est comme si la lumière devait entrer. C'est une sorte d'œil électronique. Il réagit à la lumière. C'est exactement ça. C'est une photorésistance. On dit aussi LDR pour Light Dependent Resistor. D'accord. C'est la première brique de notre boucle cycle. Le sentir, c'est le capteur. Son pouvoir, il est très simple. Sa résistance électrique change avec la lumière. C'est-à-dire ? En pleine lumière, sa résistance est très faible, le courant passe. Dans le noir, sa résistance devient énorme, des millions d'ohms, et là, elle bloque presque tout. D'accord, donc la valeur de 826 ohms qu'on voit, c'est juste un instantané. Voilà, c'est une mesure à un instant T dans la simulation. Ok, donc on a notre capteur qui sent la lumière, mais comment est-ce qu'une simple résistance qui varie peut mener à une décision ? Juste en dessous, il y a cet autre composant. Une sorte de triangle avec 3 pattes, on dirait un aiguillage ou un portier. J'aime beaucoup l'image du portier. C'est un transistor, et c'est exactement son rôle. C'est un interrupteur électronique. Il n'y a rien de mécanique. Et qu'est-ce qui lui dit de s'ouvrir ou de se fermer ? C'est la tension qu'il reçoit sur sa patte du milieu, la base. Et c'est là que la conception est très maligne. Ah ! La photorésistance T1 et la résistance R4, juste au-dessus, sont montées en série. On appelle ça un pont diviseur de tension. Un pont diviseur de tension. Imagine une corde tirée par 2 personnes. La corde, c'est la tension de 9 volts. Quand il fait jour, la photorésistance est faible. Elle ne tire pas fort de son côté. D'accord. Mais quand la nuit tombe, sa résistance augmente d'un coup, elle se met à tirer très fort et ça change tout l'équilibre de la tension au point de jonction entre les deux. Attendez, laissez-moi voir si j'ai bien compris. La lumière baisse. Oui, La résistance du capteur T1 augmente, du coup, il tire plus fort sur la tension. Et ce changement de tension, c'est le signal qui arrive au transistor et qui lui dit « c'est le moment, ouvre la porte ». C'est ça. c'est parfaitement ça. On a bouclé la 2e étape, décider. C'est pas une décision consciente bien sûr, mais le circuit est fait pour qu'à un certain seuil d'obscurité, la tension bascule et active le transistor. La décision « il fait assez noir » a été prise. C'est fascinant qu'une décision soit juste un équilibre de tension. C'est ça. Donc, le portier a ouvert la porte, un courant de 9 volts peut maintenant passer, et il va où ce courant ? Il file tout droit dans SW1. On dirait une bobine de fil. C'est bien une bobine. Ce composant SW1, c'est un relais. Et là, on arrive au début de la 3e étape, agir. D'accord. Quand le courant de 9 volts traverse cette bobine, elle se transforme instantanément En électroaimant. La première fois que j'en ai fait un à l'école avec un clou, c'était magique. Et c'est une magie très utile ici. Ce relais, c'est un pont-levis entre 2 mondes. D'un côté, le royaume de la logique, à 9 volts. Et de l'autre ? L'autre royaume, sur la partie droite du schéma. Exactement. Et ce qui est drôle, c'est que la première fois que j'ai vu un relais comme ça fonctionner, ce qui m'a marqué, c'est le son. On entend un tout petit clic mécanique. Ah oui. C'est le son de ces 2 mondes qui communiquent sans jamais se toucher. Un son minuscule pour une idée de génie en matière de sécurité. Ce clic, c'est le bruit de l'action qui se prépare. Ce clic me donne envie de voir ce qui se passe de l'autre côté. Allons-y. Notre petit circuit de 9 volts a donc créé un champ magnétique.
Et ce champ, il agit sur quoi? Alors, à droite, oula, on change d'échelle. Ah oui. On a une autre source, V2, mais là, on parle de 230 volts. On est passé de la pile à la prise murale. Le saut est énorme, oui. On est dans le circuit de puissance. C'est là que l'action, la vraie, va se produire. Et le circuit est très simple. La source, 230 volts, une ampoule, B1, et à l'autre moitié de notre relais SW1. C'est un interrupteur ouvert. C'est ça. Mais le détail le plus crucial est ailleurs. Regarde la masse. La masse. Ah oui. Le circuit de gauche a sa masse, GND1, et celui de droite a la sienne, GND2. Elles ne sont pas connectées. Absolument pas. C'est donc ça, les deux royaumes dont vous parliez? C'est ça. Ils sont électriquement isolés. On appelle ça l'isolation galvanique. C'est un principe de sécurité fondamental. Pour protéger le petit circuit fragile des 230 volts, j'imagine. Exactement. Ça protège les composants, mais surtout, ça protège la personne qui pourrait toucher le circuit basse tension. Le relais, c'est un traducteur qui crie son message d'une rive à l'autre sans jamais construire de pont. L'image est très claire. On a donc notre électroaimant qui s'active dans le monde des 9 volts. De l'autre côté de la rivière, on a cet interrupteur ouvert. Bon, le lien est évident maintenant. Oui. Le champ magnétique de l'électroaimant va attirer une pièce métallique et... fermer cet interrupteur. C'est le fameux clic qu'on entend. Le champ magnétique tire sur une petite lamelle, le contact se fait, le circuit de 230 volts est fermé. Et le courant peut enfin circuler de la source V2 jusqu'à l'ampoule. Et l'ampoule s'allume. L'action est accomplie. Incroyable. Ok, récapitulons, on rejoue toute la scène, le film complet, pour être sûr. Allons-y. Le soleil se couche. La lumière dans la pièce diminue. Immédiatement, notre capteur, la photorésistance, le sent. Sa résistance grimpe en flèche. Ce changement bouleverse l'équilibre du pont diviseur. La tension à la base du transistor atteint le seuil critique. C'est la décision. Notre portier, le transistor, ouvre la porte. Le courant de la pile de 9V s'engouffre dans la bobine du relais. La bobine devient un électroaimant. Son champ magnétique invisible traverse la frontière et... clic. Il tire et ferme l'interrupteur dans le circuit haute tension. Et le courant de 230 volts peut enfin alimenter l'ampoule. Et la lumière fut. Conclusion de l'enquête. On a sous les yeux le schéma d'un interrupteur crépusculaire. Tout simplement, une veilleuse automatique. C'est d'une élégance folle. Un composant minuscule alimenté par une simple pile qui arrive à commander une ampoule sur le secteur en toute sécurité grâce à ce relais. C'est l'essence de l'électronique de contrôle. On sépare le cerveau des muscles, en quelque sorte. Et si on voulait l'inverse? Une lumière qui s'éteint quand il fait noir. Ah, bonne question. Il faudrait inverser la logique. On pourrait peut-être inverser la position de R4 et de T1 dans le pont diviseur? Exactement. En changeant juste un ou deux composants de place, on inverse complètement le comportement. C'est ça qui est beau. La logique est inscrite dans l'architecture même du circuit. On est donc parti d'un schéma un peu cryptique et on a mis à jour cette boucle fondamentale. On a bien le capteur, la photorésistance qui sent, oui, le processeur logique, même s'il est simple, le couple transistor-pont diviseur qui décide, c'est ça, et enfin l'actionneur, le relais, qui agit en allumant l'ampoule. Tout à fait, et ça nous amène à une réflexion plus large. Ce principe sentir, décider, agir, c'est le moteur de presque tout ce qui nous entoure. C'est vrai. Un thermostat sent la température, la compare et agit sur le chauffage. Une alarme sent un mouvement, traite le signal et agit en déclenchant une sirène. Une voiture autonome, c'est la même chose, mais à une échelle gigantesque. Elle sent avec des centaines de capteurs, décide avec des ordinateurs surpuissants et agit sur le volant. C'est la même boucle. Seule la complexité de chaque étape change. On passe d'un pont diviseur de tension à un réseau de neurones, mais le principe reste. C'est une perspective assez vertigineuse quand on y pense. Ça l'est. Et ça nous laisse avec une question ouverte, un peu comme un jeu. Si on regarde autour de nous, dans le quotidien, quels autres petits problèmes pourraient être résolus avec une boucle aussi simple? Il suffit souvent de trouver le bon capteur pour le bon problème. Ça change notre façon de voir les objets. On ne voit plus une cafetière, on se demande à quel capteur pourrait la rendre plus intelligente. Ça ouvre tout un champ de possibles.